Salam alaikum, Azul, bonsoir. Je rappelle juste que cette émission est enregistrée le vendredi pour vous être diffusée le samedi. Fini le temps où on disait que les jours se suivent et se ressemblent. C'est désormais du nouveau tous les jours et de moins en moins réjouissant, malheureusement, voire même de plus en plus alarmant. Cette semaine qui vient de passer ne déroge donc pas à la nouvelle règle, qui veut que les jours ne se ressemblent plus. J'aurais bien voulu vous apporter quelques notes d'optimisme par-ci, par-là, comme me l'a demandé un téléspectateur. Mais ce n'est pas encore possible, malheureusement. Nous allons devoir continuer à broyer du noir. Le fait le plus marquant, et qui risque toujours de dégénérer encore, plus qu'il ne l'est, aura été le sursaut de colère de la population de la ville de Zirod Youssef, Smendo, contre un projet d'implantation dans leur commune d'une centrale d'enfouissement des ordures ménagères de la ville de Constantine. La vie était déjà très difficile dans cette petite ville, dont une grande partie de la jeunesse se morfond dans le chômage et l'ennui. La population est donc sortie pacifiquement dans la rue pour protester contre ce projet. Tout aussitôt, sans même chercher à mettre en place une procédure de conciliation ou de recevoir les représentants des manifestants pour essayer de discuter avec eux, les autorités ont demandé aux services de sécurité de réprimer la manifestation illico presto. Et ceux-ci ne se le sont pas fait redire deux fois. C'est donc avec une grande violence, une violence choquante, que les forces anti-émeutes ont chargé les protestataires avec des moyens disproportionnés. Il y a plus d'une cinquantaine de blessés, nous dit-on, et une vingtaine de jeunes qui ont été appréhendés, arrêtés et très maltraités. Ce qui a produit l'effet inverse que celui recherché. Révoltés donc par cette brutalité policière, de nombreux jeunes ont rallié les manifestants et le mouvement a dégénéré en émeute. Aux dernières nouvelles, nous apprenons que des édifices publics ont été incendiés, dont la résidence du chef de Daïra. Certains manifestants affirment que le dit chef de Daïra aurait eu à l'endroit des contestataires des gestes déplacés. Affaire à suivre donc. Mais nous recevrons tout à l'heure un témoin qui viendra, ou peut-être une dame qui viendra nous parler de ce qui se passe en ce moment, de ce qui se passe vendredi à Smendo, à Zirod Youssef. Nous évoquerons aussi dans cette rétro-info le sujet économique sur les réserves d'échange, le fonds de régulation des recettes, les réservoirs du pays, l'emprunt obligataire. Puis nous passerons sur l'affaire qui défraie largement la chronique de tous les médias, celle de l'acquisition du groupe El Khabar par l'industriel Arab Arab et l'implication d'En-Nahar dans la mêlée. Une implication tout à fait étrange, pour le moins. Nous parlerons aussi de cette très curieuse émission de France 2 sur la décennie rouge, de la tournée des universités que se prépare à entreprendre Chekib Khalil, des persécutions subies par maître Ahmed Nordin. Aujourd'hui, Algérie Focus. En-Nahar en remet une couche, graves accusations de malversation et étrange silence de Rebrab, par Abdou Semmar. El Watan. Médias d'Algérie, un arsenal de com contre le journalisme, par Belkacem Mostefaoui. El-Chourouq. Le général Touati, l'arrêt du processus électoral a amplifié le terrorisme en Algérie, par Moussa K. Alors, avant de recevoir Houria Hassani, qui est avec nous pour nous parler de ce qui se passe à Zirod Youssef, nous allons regarder quelques images qui nous sont parvenues de cette ville.
Avec nous aujourd'hui, Nordine Ahmin, avocat et défenseur des droits de l'homme, Borhan Messir, citoyen, Faisal Matawi, journaliste, et Houria Hasni, qui sera donc le témoin que nous attendions pour nous parler de Zihroud Youssef, de ce qui s'y passe, et que nous allons recevoir tout de suite. Houria Hasni, merci d'être avec nous. Marhaba bik. مرحبا بك اخي السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله. حوريه حسني، هذه الحصه اللي نديروا فيها رانا نسجلوا فيها اليوم الجمعه وتتبث غدوه ان شاء الله نهار السبت. باذن الله. باذن الله. قول لنا حوريه حسني، واش صرا في زيغود يوسف؟ هو في الحقيقه المشكل كان المشكل قديم، انهم قرروا يعني من بين المشاكل اللي توجد في زيغود يوسف مشكل المفرزه اللي جات وكانها بروجي تاع مفرزه ومن بعد ولات مردمه، وكاين فرق بين مفرزه وبين مردمه. المفرزه انهم يديروا ان ريسيكلاج. Il y a une différence entre un centre de traitement des ordures et un centre d'enfouissement. Voilà. ومن بعد انهم يعني السكان الوقت والمكان اللي وضعوها فيه يعني غير لائق، مكان استراتيجي اللي يعني مشروع مفروض لمشروع يكون مثلا كمستشفى او شيء اخر مهم ويكون يعني يرجع بالفائده لسكان زيغود يوسف. هما وضعوا لنا هذه المردمه، والمردمه هذه رفضوها السكان، وخاصه انها تعطي مباشره يعني الروائح تاعها اكرمكم الله لدائرة زيغود يوسف، سكان دائرة زيغود يوسف. من ناحية البيئية رفضت، ومن ناحية السكان يعني والمشاكل الصحية اللي راح يتطرق لها يكون تواجه السكان في زيغود يوسف رفضت. كانت هناك كتابات كثيرة للمسؤولين وعلى رأسهم ولاية هذه درك شهور. أنا باش نلخص شهور هي ناس تاع زيغود يوسف كتبوا للناس الكل، كتبوا حتى لرئيس الجمهورية، للوزير، للوالي، داروا وفود مشاو باش يتكلموا على القضيه هذه، قالوا لهم احنا نحتاجوا امور اللي تخدم لنا اولادنا، مش تجيو تردبوا لنا الفضلات تاع الاخرين هنا عندنا وتزيدوا لنا المشكل على المشكل. ولكن البارح واش صرا؟ نهار ثلاث الناس خرجوا للطريق بصفه عفويه، يا اخي ان احنا زيغود يوسف يعني وكانها هي القطره التي افاضت الكاس. ان زيغود يوسف حكموا نقلوا كل الادارات اللي كانت موجوده في زيغود يوسف. هما يقولوا استعار تقريب الاداره للمواطن، ولكن مواطنين زيغود يوسف همشوا وهزوا لهم يعني كل الادارات الموجوده في زيغود يوسف وحولوها لبلديه بدوش مراد، رغم ان بدوش مراد بلديه وزيغود يوسف دائره. كل الادارات، وجابوا لنا حطينا لنا المذبحه الولائيه، حتى هي مذبحه يعني ما عندها حتى علاقه بقواعد الصحه. جابوا لنا اكرمكم الله المزبله، وحطوا لنا قاعدين يديروا في مشروع تاع سجن يعني سحب. هذا زيغود يوسف واش عنده؟ كل الادارات اخذت منه، مشاريع تاع السكن، مشاريع تاع العمل، مشاريع اللي تعود بالفائده للمواطن زيغود يوسف ماهيش معنيه بها زيغود يوسف، معنيه بها بلديه بدوش مراد، حمر بوزيان وما الى ذلك. زيد على هذا اكرمكم الله المزبله واللي سموها، وهنا يعني اصر على هذه الكلمه، انهم وضعوا مزبله زيغود يوسف وكانهم يشرفوا ويكرموا في الشهيد اللي كان سبب في انطلاقه شراره الثوره التحريريه. وضعوا له بجنب الاسم تاعو مزبله، كما وضعوها بمزبله ابن باديس العلامه الكبير. يعني لا نريد يعني نقطه استفهام ماذا يحصل بقسنطينه. هي تكرم الناس اللي خدموا الثوره والناس اللي خدموا العلم بمزابل. اكرمكم الله شعب سكان زيغود يوسف رفضوا، والشراره علاش جات يوم الثلاثاء انهم ضربوا عرض الحائط، الكلام اللي يعني مطالبات سكان زيغود يوسف، وبداوا يجيبوا في المزابل. اكرمكم الله جابوا المزابل وبداوا يحطوا فيها في زيغود يوسف، في ذلك المكان مكان المردمه، وبدات الروائح تطلع
ولهذا انتفضت سكان زيغود يوسف. لما خرجوا سكان زيغود يوسف خرجوا بصفه عفويه، مسيره، خرجوا في مسيره عفويه، وعندنا مسيره سلميه ومكتوبه مسيره سلميه، وعندنا الفيديوهات اللي يعني تشهد ان السكان كانوا قاعدين امام الدائره جالسين على الارض، وهما الشرطه بداوا يضربوا فيهم. يعني هما قعدوا في الارض باش يجي رئيس الدائره ويتكلموا معاه، ولكن هما استغلوا الفرصه ولوا السكان في الارض وهما بداوا يضربوا فيهم، وبدا العنف بدا من الشرطه. يتكلموا لنا بعض الناس قالوا لنا كاين تقريبا 20 شاب اللي حكموهم وضربوهم وعذبوهم، يا هل ترى هذا صح؟ حكموا 17 شاب في اليوم الاول، واطلق سراحهم يعني بعد تدخلات رئيس البلديه، طلقوا سراحهم وزادوا عاودوا حكموا البارح. المهم هو كاين حتى ناس كانوا في عرس جاوا مروحين بحكموهم. المهم كاين اصابات كبيره، اصابات بالرصاص المطاطي، اصابات بالقنابل المسيله للدموع. وأنت على شيء اخر وهو خطير جدا، انهم صوبوا القنابل المسيله للدموع للمستشفى، يعني ضربوا المستشفى بالقنابل المسيله للدموع. هذا اثر تقليل. والان حوريه حسني، الان رانا 3 غير 10 يوم الجمعه، واش راهو صاير؟ الان؟ هناك مسيره سلميه، مسيره للسكان عامه يعني رجال ونساء، قاعدين يجوبوا بزيغود يوسف في وسط البلديه طبعا، وقاعدين يعيطوا ويعني يهتفوا الله اكبر يا زيغود يوسف، الله اكبر، صامدون سلميه. وما هي والشرطه واش راهم يديروا الشرطه والقوات الامن؟ الى حد الان الشرطه لم تتدخل. الى حد الان هم قاعدين يثوروا والشرطه لم تتدخل، قاعدين متآبين. سمعنا ايضا باللي البارح شعلوا دار رئيس الدائره. اكيد شعلوها، صح، مؤكد، خبر مؤكد، شعلوا الدار، وهذا لاستفزاز رئيس الدائره انه يخرج للشعب للسكان بالكلام البذيء الذي يعني يندى له الجبين، بالاشارات، يعمل اشارات تاع ناس يعني مش عقاد، يطلع عليهم من النافذه تاعو ويستعمل اشارات، يضرب عرض الحائط، يعني الكلام ولا طلب مطالبات السكان، وكانه يعني في السوبان ماهوش هامه الناس اللي قاعده تطلب واللي قاعده عندها طلباتها. اهتمام المواطن ضرب عرض الحائط، استفزهم واستفز الشباب، وبطبيعه الحال هما حاولنا البارح كانت المفروض الوالي يجي ولايه قسنطينه ونشروا الخبر كانه الوالي راهو جاي. الناس قدمت قدام يعني الكبار، يعني مش اطفال ومش شبان، كبار زيغود يوسف قدموا قدام دائره زيغود يوسف، ومن بعد ظهر الخبر خاطئ، يعني ما جاش الوالي. ومن بعد وين زادت الطين بله انهم من بعد عرفوا باللي الوالي قال لهم انا مانيش مهتم وما عنديش الوقت لهذه المشاكل، انا عندي اهتمامات اخرى في دابريش، يعني وسط مدينه قسنطينه، كان يدور في معرض تاع لونساج، اهتم بيوم الطالب، كانت هذه اهتماماته، وكأن زيغود يوسف يعني ليس لديها مشاكل ولا يوجد مشاكل بهذه. حوريه حسني، بارك الله فيك. نبقاو في المرصاد مع هذه القضيه ومع سكان زيغود يوسف، ان شاء الله نرجعوا ليك ونرجعوا لشهود واحد اخرين باش نتبعوا هذه القضيه من قريب. بارك الله فيك، وبقى على خير وبارك الله فيك. Nous revenons donc au sujet de la semaine. Nordine Ahmin, vous êtes avec nous. مساء الخير سي نور الدين. نور الدين Ahmed, d'abord un petit commentaire sur ce qui est en train de se passer à Zirod Youssef. Eh bien, malheureusement, c'est ça le problème en Algérie, ou le problème d'Algérie, c'est ça
La gestion, c'est une gestion sécuritaire. Il n'y a pas de responsable. D'abord, un problème de difficulté Nordin Ahmed, le son est mauvais. Nous allons vous appeler au téléphone en même temps que vous resterez avec nous en image. Et je reviens à vous dans un moment. Borhan Messir, vous êtes avec nous? Oui, bonsoir, M. Benchinouf. Bonsoir, Borhan Messir, merci d'être avec nous. Bonsoir, je vous remercie. Bonsoir également à vos invités et à tous les téléspectateurs d'Al-Magharibiya. Merci. Alors, un court commentaire sur ce qui se passe à Zéro Youssouf, parce que nous devons passer à de nombreux autres sujets. Très bien. Ce qui se passe à Zéro Youssouf, mis à part le fait qu'on est en train de suivre par Internet, moi, c'est une région que je connais assez bien, parce que c'est une région quand même qui était, à l'époque, à vocation agricole. Elle allait de Hamma Plaisance, ce qu'on appelle maintenant Hamma Bouzien, jusqu'au Comte d'Esmendo, qui est actuellement Zéro Youssouf. Donc c'est une région purement agricole, c'était à vocation agricole. Et en plus de, si vous vous rappelez du complexe de la cimenterie de Hamma Bouzien qui a été implanté dans cette région et qui a carrément massacré le domaine agricole. Maintenant, on est en train d'implanter un centre d'enfouissement ou un centre de traitement, je ne sais pas comment est-ce qu'on doit l'appeler, qui malheureusement ne cadre pas avec la vocation de la région. Et vous faites bien de le rappeler parce que la région, toute cette région, même durant l'occupation romaine, était considérée comme l'un des greniers à blé de Rome. Aujourd'hui, ils en ont fait un désert. Sinon, vous avez suivi récemment l'intervention de Ali Benouari qui était venu nous expliquer le b.a.-ba de certains concepts économiques. Et donc, si vous nous en parliez. En tous les cas, je vous remercie pour le concept de cette émission que vous avez fait. Vous avez invité M. Ali Benouari, qui nous a très bien expliqué la situation du point de vue financier et économique. Et c'est vrai que maintenant, nous, en tant que simples citoyens, la question qu'on se pose, comment est-ce que, avec, comment dirais-je, une cagnotte d'à peu près 1100 milliards de dollars, nous sommes arrivés à cette situation. Maintenant, nous sommes devant le fait accompli, nous entamons le tunnel de la crise. Mais en temps de crise, et je crois qu'à mon humble avis, il y a deux départements ministériels qui devraient exister pour pouvoir régler vraiment cette crise-là. Vous avez le premier département qui est le ministère de l'économie qui n'existe pas et le ministère de la planification qui n'existe pas non plus. Autre chose, maintenant nous entamons une crise. Devant une crise, nous entamons une crise. À mon avis, les premières mesures qui devraient être prises dans ce domaine sont essentiellement la rationalisation des dépenses publiques et surtout, la réduction du train de vie de l'État. Et pour cela, c'est-à-dire qu'il peut gérer les dépenses, qu'il peut dire, voilà, il y a trop de choses qu'elles soient, il faut gérer ici, il faut gérer ça. Pour cela, il nous faut des organes de contrôle. Et ces organes de contrôle, qu'ils soient institutionnels, qu'ils soient parlementaires et même populaires, c'est-à-dire même par rapport aux associations, eh bien, ce contrôle, pour ne pas dire qu'il est inexistant, je dirais qu'il est défaillant. Que pensez-vous des déclarations du FMI qui, une fois, nous dit situation économique de l'Algérie, le FMI tire la sonnette d'alarme, et d'un autre côté, on nous dit FMI, l'Algérie est en mesure de faire face au choc pétrolier. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, mais attendez, mais je ne sais pas d'où est-ce que vous avez ramené l'information, mais si vous allez sur Ce sont des articles de presse. Ce sont des articles de presse. Mais si vous allez sur le site internet du Fonds monétaire international, il est clairement dit que l'Algérie est en train de faire face à un choc pétrolier brutal qui va perdurer. Donc, à partir de là, et si vous vous rappelez de la visite de Mme Lagarde quand elle s'est déplacée à Alger, elle avait dit qu'à ce rythme-là, vers 2017, vous allez revenir vers le FMI pour emprunter encore de l'argent. Oui, mais même emprunter de l'argent, maintenant que nous avons atteint un train de dépenses absolument effarant et qui est devenu quasiment incompressible. Nous ne pouvons pas descendre en dessous, sinon ça provoquerait l'explosion générale. Comment vont-ils faire pour emprunter autant? Est-ce qu'on va leur concéder des prêts de cette taille, de cet acabit?
Ben oui, c'est clair qu'il faudra, pour demander un prêt, il faudra donner des garanties. Mais revenons rien qu'en interne avant de passer vers l'endettement, vers l'endettement externe. Restons uniquement en interne. Depuis 2015, il y a maintenant deux grandes opérations qui ont été lancées par l'État. Il y avait ce qui était appelé à l'époque en 2015, je crois que c'était vers le mois d'août, septembre 2015, il y avait ce qu'on avait appelé l'amnistie fiscale. Et presque une année après, nous n'avons pas encore de bilan, nous ne savons pas combien d'argent a été collecté dans ce domaine. Deuxième opération, elle a été lancée il y a un mois, l'emprunt obligataire. Et l'emprunt obligataire, mis à part quelques interventions de certains PDG, de banques qui nous disent que nous avons collecté tant et tant, et ces gens-là ne nous disent pas quelle est exactement la nature de cette collecte. Il s'agit essentiellement de la plus grande majorité, disons, plus de 70% d'argent qui est déjà bancarisé, c'est-à-dire des emprunts institutionnels. Donc c'est de l'argent qui est déjà dans les banques et qu'on nous fait croire qu'il fait l'objet d'emprunts obligataires. Autre chose, il y a une troisième étape. Maintenant, le ministre, je l'ai entendu la dernière fois, il va passer à autre chose. Parce que là, il est en train de nous parler d'un nouveau modèle économique qui sera instauré pour 2016-2019. Mais au sujet de la réserve or du pays dont tout le monde parle, dont personne ne sait vraiment les dessous, la réalité, on ne sait que l'Algérie est la première détentrice de réserve or en Afrique, et ça donne des idées aux gens. Or, en fait, je lis là des chiffres, les réserves or seraient de 173 tonnes environ, et elle représenterait 7 milliards de dollars seulement. Ça veut dire que c'est comme si on voulait nous entretenir dans un mythe, 7 milliards de dollars seulement. Oui, mais là, encore faut-il s'assurer de l'origine de ces chiffres. C'est-à-dire, quand vous parlez en tonnes, c'est vrai qu'en tonnes, mais là, je me rappelle, j'avais lu à un certain moment le classement de l'Algérie, c'était en 2009, l'Algérie était classée par rapport au quota mondial, elle était classée en 25e position. 25e. Et au 3e rang des pays arabes. Et en 2011, je crois, 2 années après, ou 3 années après, je ne me rappelle plus la date exacte, on est redescendu, on est revenu à la 22e place. Donc on a plus ou moins grimpé. Ça veut dire que nos réserves d'or n'ont pas été mouvementées, n'ont pas été touchées. Mais là, c'est-à-dire pour vous parler globalement ou dans l'absolu, je ne maîtrise pas les chiffres, donc je ne pourrais pas vraiment. Mais moi, je me base sur les classements qui sont fournis ça et là à travers des sites internet. D'accord. Restez avec nous, Brahim Messir. Je reviens à Nordine Ahmin qui est donc avec nous au téléphone et en Skype. Nordine Ahmin. Oui, c'est Jamaldine. Nordine Ahmin, je demanderai à tous mes invités d'essayer d'être très brefs parce qu'il y a trop de sujets à traiter, donc nous devons aller très vite. D'abord, un commentaire sur ce qui se passe à Zéroud Youssef. Voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une suite logique à cette gestion dont l'Algérie est gérée par les responsables. Ils sont responsables de rien du tout. Bien sûr, il y a le problème de légitimité. Il n'y a pas la sanction des urnes et tout. Donc, ces responsables sont désignés d'en haut et ils estiment qu'ils n'ont de compte à rendre à personne et ils font ce qu'ils veulent, ne règlent pas les problèmes des citoyens. Et à ce moment-là, quand le citoyen essaie de présenter une revendication, de revendiquer ses droits d'une manière ou d'une autre, d'une manière pacifique et tout, on utilise les moyens, bien sûr, la force sécurité. Je dirais que l'Algérie, en fin de compte, est gérée d'une manière sécuritaire. Depuis 90, la décennie sanglante, jusqu'à présent, la société algérienne est gérée d'une manière sécuritaire. Et ce n'est pas d'une manière politique ou d'une manière organisée selon l'organisation moderne des sociétés modernes. Mais ce régime, Nordine Ahmin, qui sait très bien que l'Algérie est devenue une poudrière, il ne craint pas de provoquer une étincelle qui pourrait mettre le feu aux poudres en réagissant comme ça contre des populations qui manifestent pacifiquement? Sincèrement, c'est la question que je me pose. Je me pose cette question, cette fuite en avant, incompréhensible, c'est incroyable. L'Algérie est en danger. Et en danger, c'est pas, comme ils le disent, le danger extérieur, c'est le danger de l'intérieur. Voilà, de l'argent qui est gaspillé, des problèmes qui se cumulent de plus en plus. Et les responsables, dans leurs déclarations, on dénote une certaine
mais je ne dirais pas inconscience, parce qu'ils savent exactement ce qu'il y a, ils connaissent la situation. Donc, c'est de l'irresponsabilité, c'est une fuite en avant. Donc, ce qui nous mène à dire, si demain, s'il y a quoi que ce soit demain, ils ont prévu l'issue, et le peuple, tant pis pour lui, et là, on risque de tomber dans une anarchie indescriptible. Nourdine Ahmed, vous êtes avocat et défenseur des droits de l'homme, très actif. Or, depuis ces derniers temps, vous êtes l'objet de persécution, d'une véritable persécution. Est-ce que vous pouvez brièvement nous expliquer de quoi il est question? Voilà, encore une fois, on vient de violer la loi d'une manière caractérisée, c'est de poursuivre pour un avocat, pour un dépôt de plainte chargé par quelqu'un, par un citoyen, alors que la loi est claire, l'article 6 de la loi régissant la profession, l'avocat est dispensé de toute procuration. Donc, quand un citoyen s'adresse à un avocat, il a automatiquement, il a systématiquement une procuration de ce citoyen. Il est impossible de se retourner contre un avocat, sauf bien sûr s'il y a, je ne sais pas, falsification, s'il y a faux usage de faux, et à ce moment-là, il faut le démontrer. Voilà. Mais de dire, voilà, le client s'est rétracté, parce que apparemment c'est le cas. Le client s'est rétracté, ce client qui est venu pour déposer plainte parce que son frère a été agressé, une agression qui a malheureusement provoqué son décès. Il m'a relaté des faits que j'ai relatés dans mon dépôt de plainte. Donc, selon la déclaration de ce citoyen, que son frère est décédé à la suite, comme je l'ai dit, de l'agression contre lui. Bon, j'ai dit, il a parlé, paraît-il, son frère, avant de décéder à l'hôpital, parce que cette victime est restée pendant 3 jours à l'hôpital. Il a été agressé par qui, Nourdine Ahmed? Par un groupe. Voilà ce que ce citoyen m'a dit, m'a relaté. Et la première fois, il a été agressé par un groupe de personnes. Son frère a fait l'objet d'une agression contre un groupe de personnes. Quand les éléments de sécurité sont arrivés sur les lieux, selon la victime elle-même, qui n'est pas décédée sur place, elle est décédée à l'hôpital, il l'a dit aux membres de sa famille qu'il a fait aussi l'objet d'une agression de la part des éléments de sécurité, donc de la police. J'ai relaté, j'ai déposé plainte contre X. J'ai relaté ces faits, selon les dires de la personne qui s'est adressée à moi. Oui. Maintenant, cette personne revient sur ses dires ou non, ça c'est pas du tout mon problème, c'est pas du tout un problème de l'avocat. L'avocat, on ne peut pas le poursuivre pour ses écrits, pour ses dépôts de plainte, pour ses requêtes, dans la mesure où il est protégé par l'article 6 que j'ai cité tout à l'heure. Et il vous attaque pour avoir reproduit ce que vous a dit celui qui a porté plainte. Les propres termes de la personne qui a porté plainte, vous les avez donc relayés, vous les avez étayés, enfin du moins vous les avez présentés, et cette personne peut-être a-t-elle subi des pressions pour se rétracter, et c'est vous qui vous retrouvez tout seul au milieu du gué. Absolument, absolument. Bien sûr, on ne sait pas pourquoi cette personne déjà s'est rétractée, parce que en effet, et à la limite, ce n'est pas possible, moi, et surtout ce qui m'est reproché, c'est de fournir de fausses preuves. Voilà, parce que je suis poursuivi sur la base de l'article 145 du Code pénal, d'avoir produit de fausses preuves pour un crime imaginaire. Alors que le décès, que la personne est décédée même comme il y a eu par la suite, bien sûr, un déclenchement de l'action publique à la suite de ce décès, parce qu'il y a eu donc des rapports des médecins et tout, automatiquement il y a une poursuite judiciaire. C'est que cette affaire, le décès de la personne, en effet, existe. Le décès existe, il y a eu une action pénale et l'affaire est passée même en justice. Oui, Nourdine Ahmed, nous reviendrons plus en détail dans cette affaire. Nous vous suivrons de très près.
sinon, restez avec nous et nous évoquerons aussi la prochaine fois les persécutions que subit le docteur Hassain Kourdourli pour avoir dénoncé des scandales absolument indicibles dont nous parlerons bientôt. Et lui aussi subit des persécutions véritables. Il a même été agressé, il a même été envoyé à l'hôpital, pour vous dire. Hassain Kourdourli. Je reçois à présent Faisal Mattawi. Merci d'être avec nous, Faisal. Merci Jamal, bonsoir à vous et à tous les téléspectateurs. Merci, bonsoir Faisal. Alors, d'abord un petit commentaire sur Zihroud Youssef. Ben, le petit commentaire, moi j'évoquerai l'irresponsabilité du Wali de Constantine. On ne peut pas être Wali bien payé, bien protégé et ne pas réagir lorsqu'on a une situation de tension dans une région aussi importante que la région de Zihroud Youssef. La deuxième responsabilité est celle du chef de Daïra qui est censé régler les problèmes des citoyens et gérer et pousser au développement de la région qui, selon le témoignage de la dame qui a parlé tout à l'heure, s'est comportée d'une manière inacceptable face aux citoyens et face à cette absence de dialogue de la part des autorités censées régler les problèmes dans les régions, les citoyens recourent à la rue et malheureusement à la violence parce que les actes de violence, bien entendu, ne règlent aucun problème. Il y a aussi ce comportement de la police, toujours le même, que ce soit à Zihroud Youssef, que ce soit à Gherdaya et M. Ahmil en parlait, que ce soit à Al-Rouat ou à Alger, Tizouzou, Abjaya, la police se comporte toujours d'une manière brutale, dans l'impunité la plus totale. Et vous avez vu comment un avocat est poursuivi alors qu'il est déposé plainte posée par un autre citoyen. Donc il y a aussi ce comportement de la justice qui reste inqualifiable. Venons-en à présent, Faisal, à cette fameuse émission de France 2 sur la décennie rouge ou noire, selon les uns ou les autres, et donc où on a donné la parole à Ali Haroun, Mohamed Touati, Saïda Ben Hbilis et Leila Aslaoui. Donc des déclarations très, pour le moins, j'allais dire, très années 90, très éradicatrices. On revient vers un certain discours. Mais on ne comprend pas d'abord pourquoi France 2 est revenu sur cet épisode, pourquoi maintenant, et pourquoi n'a-t-elle donné la parole qu'à ces gens? Oui, peut-être ça obéit à la ligne éditoriale de la chaîne publique française, France 2, qui est la chaîne du gouvernement français. Et vous savez comment la situation maintenant évolue dans les relations entre les deux pays. On parle d'une crise diplomatique, on parle de froid entre les deux capitales. Et en France, on aime bien revenir sur ce qui s'est passé dans les années 90. Et vous avez vu que c'est à sens unique. Pourquoi? Parce que la conjoncture internationale actuelle est celle-là. C'est-à-dire que les mouvements islamistes, même modérés ou pas modérés, ils sont donc mis dans le box des accusés. Je ne sais pas ce que les intervenants dans cette émission ont dit, mais c'est toujours les mêmes versions, puisque l'histoire immédiate, l'histoire de ce qui s'est passé dans les années 90, les dérives totalitaires, l'utilisation excessive de la violence de la part des autorités, le terrorisme, tout ce qui s'est passé, tout le monde donne ses versions et tout le monde va dans un sens comme un autre. Maintenant, il faut peut-être, le moment est venu de revenir sur la responsabilité des uns et des autres de cette période importante de l'histoire de l'Algérie, parce qu'on a fait en sorte qu'il y a de l'amnésie, on a fait en sorte qu'il y ait de l'impunité, et la charte pour la réconciliation et pour la paix adoptée par référendum en 2005 après la décision du président Bouteflika est allée dans ce sens, c'est-à-dire qu'on ne veut plus parler de cette période comme si rien n'était passé à cette époque, comme il n'y avait pas de victimes, des pertes, des dégâts, etc. Et donc peut-être qu'on veut revenir à travers cette émission pour opposer cette émission de la télévision française, pour opposer un terme d'un certain débat en fait. Mais en fait, Faisal, à un certain moment, toutes ces dernières années, on a eu l'impression que la France avait pesé de tout son poids sur les généraux janvieristes pour les réduire au silence, pour les réduire à la soumission, au nouveau clan dirigeant, et au point où on arrivait à presque leur agiter le spectre de poursuites éventuelles pour des carnages, pour des attentats commis en France, pour l'affaire des moines trappistes. Et puis d'un seul coup maintenant, on les remet en scène, en selle, et on dirait que c'est même pour une consommation occidentale, puisque Ali Haroun, je le dis en substance à ce qu'il a dit, je ne me rappelle pas de la phrase exacte, mais il a dit et si on n'avait pas été là pour interrompre le processus, vous auriez eu Daesh maintenant en Algérie. Vous voyez un peu, on ne comprend pas la démarche
Pourquoi maintenant? Pourquoi cette démarche? Oui, parce que c'est un discours, et parce que c'est des choix politiques, parce que la France se dit maintenant ciblée par le terrorisme, de ce qui est appelé Daesh, l'État islamique, et ciblée par des groupes radicaux. C'est le même cas pour les pays européens, et on cite en exemple souvent l'Algérie comme un exemple d'un pays qui a confronté le terrorisme de type islamiste ou de type mafieux ou d'un autre type, et donc ça devient des alliés, et c'est des nouvelles alliances qui sont bâties sur cette nouvelle théorie. Mais cela dit, pour ce qui, vous l'avez dit Jamel, pour ce qui est de la vérité de ce qui s'est passé dans les années 90, surtout en Algérie, la balle est dans le camp des militants des droits de l'homme algériens, de l'opposition algérienne, pour demander la vérité, pour demander de la justice. Or, ce discours malheureusement a disparu en Algérie. Personne maintenant ne demande de la vérité sur les événements des années 90. La justice algérienne est complètement éteinte sur ce dossier et personne ne poursuit cette quête de vérité. Donc, côté européen, on se dit, puisque les Algériens ne s'intéressent pas, puisque les Algériens ne disent rien de cette situation, alors autant passer à autre chose. Alors, autant dire que l'Algérie est un exemple de lutte contre le terrorisme, et donc, autant avoir un allié aux portes de l'Europe, comme ils le soutiennent souvent, un allié en Afrique du Nord, et tout le monde dit, même aux États-Unis, même tous les centres de recherche le disent, l'Algérie est un pays qui doit rester stable, l'Algérie doit toujours jouer ce rôle de gendarme contre les groupes djihadistes et islamistes dans la région du Sahel et la région du Maghreb. Je reviendrai vers vous tout à l'heure, Faisal, pour vous demander de nous parler de cette fameuse affaire d'Al-Khabar et de la curieuse attitude d'Al-Nahar. Je reviens à Borhan Messire. Si vous nous parliez un peu de ce projet d'amnistie fiscale, d'amnistie financière, d'amnistie économique, en fait d'amnistie pour la grande corruption qui nous a été proposée par Farouk Santeni, qui dit vouloir proposer ce projet au président de la République. Mais bon, on sait comment ça se passe. Il a été invité à dire qu'il allait proposer ce projet. Vous avez bien dit que c'était un projet, que c'est un projet. Et en réalité, c'est un bal ensemble. Là, on est en train de lancer un petit peu l'information et pour voir à peu près la réaction des autres. Maintenant, si le régime veut aller vers cette amnistie, qui l'en empêchera? C'est-à-dire, même s'il y a un référendum après populaire, ça va passer. On connaît le genre de référendum, c'est juste une question qui ne porte pas essentiellement sur le fond, mais carrément sur la forme. Maintenant, si on va vers ça, ça va. Mais pour moi, c'est juste un balançant. Et d'ailleurs, vous avez remarqué, depuis le temps, on n'entend plus parler. Donc ça a été lancé, il n'y a pas eu beaucoup de réactions, mis à part des trucs par-ci, par-là, mais sinon... c'est peut-être en train de se concocter. Possible, absolument possible. C'est un balançant, on a lancé, il n'y a pas eu de réaction vraiment assez énergique, mais on attend ce qui va se passer. Maintenant, s'ils vont le faire, ça va être fait. Ça, alors, très rapidement, là, le projet aussi de la tournée de Chekib Khalil, plus dans les Zaouïas maintenant, mais dans les universités. Maintenant, les universités, c'est quelque chose de différent par rapport aux Zaouïas. Pourquoi je dis que c'est différent? Maintenant, je voudrais poser la question, cet homme-là, il va en tant que politique ou en tant que technocrate ou en tant que, spécialiste en pétrole? Parce que je dis, est-ce qu'il va en tant que politique? Le ministre de l'Enseignement supérieur, il y a quelque temps, avait balancé à tous les chefs d'établissement universitaire une instruction disant d'éloigner l'université de la politique et de ne pas accepter des activités politiques au niveau des universités. Deuxièmement, maintenant, s'il va en tant que technicien, il y a des universités, il y a des instituts spécialisés en pétrole, donc il ne va pas couvrir l'ensemble des établissements universitaires. Pendant qu'on y est maintenant, s'il y va en tant que ceci, en tant que cela, l'occasion se présente bien. Le 19 mai 56, on vient de le fêter il y a quelques jours, il va leur expliquer comment est-ce que, durant cette période, c'est-à-dire le 19 mai 56, alors que des étudiants algériens, les vrais étudiants, les hommes, ont déserté les bancs d'université pour répondre à l'appel de la patrie, certains sont allés au niveau de se former à l'étranger en oubliant la cause nationale. Alors, dernière question pour vous, Borhan Messire, je demanderai de vous répondre brièvement. Sidi Ahmed Rosali, d'abord il dit, même avec $200 le baril, 200, on sera dans une situation de précarité. Et ensuite il dit, et là c'est gravement grave, si je peux dire, l'Algérie est aujourd'hui en danger permanent. Qu'est-ce qu'il veut dire par là?
Moi, je comprends à travers cette allocution, moi, ce que je comprends, c'est qu'il y a absence de confiance, il n'y a plus de crédibilité de l'État. Ce qui lie un administré à son responsable ou à son administré, c'est bien la crédibilité, c'est bien la confiance. Maintenant, si le principe de la confiance, il n'y a plus de crédibilité, avec 500 milliards de dollars, peut-être on ne fait rien du tout. Merci, Brahim Si. Restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Je reviens à Nordin Ahmin. Alors, deux questions. Je vous demanderai de répondre assez brièvement aussi. Alors, Amnesty International déclare que la répression est en hausse en Algérie. Qu'est-ce qu'ils veulent dire? Oui, en effet, la répression est en hausse. Déjà, ces derniers temps, ces derniers jours seulement, vous voyez l'affaire que vous venez d'aborder, ce qui se passe à Zéro-Youssef, la répression contre tout citoyen qui essaie comme je l'ai dit tout à l'heure, de revendiquer ses droits, combien de militants, combien de citoyens qui sont en prison aujourd'hui, et en plus, toutes ces poursuites, c'est devenu inquiétant, et c'est en augmentation, en effet, je suis tout à fait d'accord. Alors, votre avis sur cette émission de France 2, sur la prise de parole de Mohamed Touati, de Ali Haroun, de Saïda Ben Habils, de Leila Aslaoui? Je rejoins notre ami Faisal Matawi là-dessus. Vous connaissez très mieux que moi la chaîne France 2, la chaîne française France 2. C'est le porte-parole officiel du gouvernement en matière de la politique extérieure. C'est une chaîne publique. C'est une chaîne publique qui obéit donc à une certaine logique, disons. Absolument, absolument, mais bien sûr, quand il s'agit de l'intérêt de la France, c'est une chaîne publique qui joue son rôle pleinement, ça c'est clair, bien sûr. Mais pourquoi maintenant, Nordin Ahmin, alors qu'à un certain moment, ces généraux janvieristes étaient mis au banc, carrément mis de côté, sommés de se taire, de ne plus se montrer, et maintenant on les remet à la lumière, sous la lumière, à la lumière, on les laisse dire les vieilles thèses, ressortir les vieilles thèses éradicatrices. Pourquoi? Vous savez, le pouvoir en Algérie, ça a été toujours détenu par l'armée jusqu'à présent. Donc ces gens-là, c'est des porte-parole, c'est des sous-traitants en quelque sorte de ce vrai pouvoir, du pouvoir réel. Donc, ceci dit, donc je pense que justement pour donner un rôle en ce moment, et c'est un moment crucial pour l'Algérie, c'est un président qui est malade, qui risque de mourir d'un moment à l'autre, donc il faut faire face à cette situation. Et là, on remet en scène, c'est vrai, ces gens-là, pour au moins une certaine continuité, du moins, par rapport aux autres, à ceux qui essayent de demander le changement, justement. C'est ça, c'est contre finalement toute revendication pour le changement du régime en Algérie, du système politique en Algérie, pour aller vers une vraie démocratie. Donc on est toujours aux yeux du gouvernement français. Les Algériens, les pauvres, nous sommes bien sûr des mineurs. Ils doivent désigner des non-responsables, ceux qui dirigent l'Algérie. Et ça continue, c'est une continuité dans cette mentalité des gouvernants français. Merci Nordin Ahmin, restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission et je reviens à Faisal Matawi. Faisal, essayez de nous expliquer un peu ce que veut dire cette montée au créneau d'An-Nahar contre Rabrab, ce tir de barrage absolument extraordinaire, j'allais dire, cette chasse aux sorcières. Faisal, est-ce que Faisal est avec nous? Je crois que nous l'avons perdu. Je reviens à Borhan Messir pour lui reposer la même question. Borhan Messir, vous avez entendu la question? Oui, j'ai entendu la question, oui. Alors, si vous voulez bien y répondre. Oui.
C'est-à-dire ces chaînes privées, ces journaux privés, ils sont mus par deux choses. Il y a l'allégeance et il y a l'argent. Et quand vous leur donnez l'argent, quand vous leur donnez l'argent qu'ils veulent, ils se mettent à ras du sol pour pouvoir faire ce que vous voulez. Maintenant, cette histoire d'Al-Khabar qui a été médiatisée par Al-Nahar, là, ce dossier aurait dû, normalement, son cheminement le plus normal, aurait dû atterrir au niveau de la justice, pas au niveau d'un média, et les gens ne vont pas se faire la guerre par médias interposés. C'est la justice qui devrait être destinatrice de ce document-là. Maintenant, s'il est vrai ou s'il est faux, ça c'est autre chose. Maintenant, c'est à la justice de décider. Mais laisser comme ça les règlements de compte via des médias, là, ça n'augure pas de bon. Ça n'augure rien de bon, pardon. Nordin Ahmin, vous êtes toujours avec nous? Je suis avec vous, oui. Alors, cette histoire d'acquisition, de transaction d'Al-Khabar, Rabrab vient de l'acquérir. Qu'est-ce que vous en pensez? Que c'est une bonne chose, c'est une mauvaise chose? Vous voyez, sincèrement, pour moi, c'est un sujet un peu... C'est vrai, il y a le problème de liberté de la presse et tout, il y a cet aspect, bien sûr, absolument. Mais nous sommes malheureusement en Algérie. Même les médias, c'est des clans influents qui ont la même mise sur la presse d'une manière ou d'une autre. Donc, la preuve, c'est le fait de mettre, d'activer cette machine propagandiste de Nahar, que vous connaissez très très bien. Il faut se rappeler sa position vis-à-vis de Chekib Khalid. Il a présenté un dossier, quand elle était en situation d'accusation. Pour elle, c'est un dossier accablant, donc et il ne peut pas échapper à la justice. Juste après, quand il est revenu, c'est tout à fait, c'est les 180 degrés donc là, ça prouve que l'autre clan influent et tout a mis sa machine propagandiste contre les gens qui... Merci Nordin Ahmin. Obligé de vous interrompre parce que nous devons donner le mot de la fin à Faisal Mattawi que nous avons perdu. Faisal, il ne reste malheureusement qu'une minute. Je vous demanderai donc d'essayer de nous expliquer très vite ce qu'est cette montée au créneau d'Al-Nahar, cette charge contre Rabrab. Peut-être que c'est lié au fait que l'homme d'affaires Saad Rabrab ne donne plus de publicité à Nahar, même si le directeur de Nahar s'est défendu hier en disant qu'il donne 0,5%. Mais disons, ça rentre dans le cadre d'une guerre larvée entre certains groupes de pression en Algérie. C'est malheureux. Maintenant, le plus urgent, je crois qu'il faut sauver le journal de Nahar, et le groupe Nahar, il ne doit pas disparaître parce qu'il a des difficultés financières. Nahar ou Al-Khabar? Plutôt, je répète la phrase, oui, il faudrait tout faire pour sauver le journal et le groupe Al-Khabar, y compris Nahar aussi, parce que c'est une chaîne algérienne. On peut ne pas être d'accord avec elle, mais c'est une chaîne algérienne, comme le groupe Nahar. Et on attend de ce que sera donc la décision de la justice le 25 mai prochain. La justice qui se mêle peut-être des choses qui ne la regardent pas, alors qu'elle devrait s'intéresser ailleurs aux affaires de corruption, aux affaires de vol, détournement de biens publics. Et bien sûr, l'idéal et le plus urgent, il faudrait que Al-Khabar, comme journal, comme une citadelle de la liberté en Algérie, reste en vie autant que la chaîne KBC, parce qu'il y a un personnel, parce qu'il y a des journalistes, parce qu'il y a des techniciens qui doivent garder leur poste d'emploi. Et c'est aussi pour renforcer la pluralité médiatique, maintenant au gouvernement aussi de clarifier la loi, puisque l'autorité de régulation de la presse écrite apparemment va disparaître. Le gouvernement va ramener, on nous dit, un cahier de charge pour les télé privées. On ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dans ce cahier de charge, alors qu'il n'y a toujours pas de texte d'application pour la loi sur l'audiovisuel. Donc tout ça, il y a un champ médiatique en ébullition, et il y a aussi des lois qui doivent être clarifiées, parce que où on veut qu'on ait des journaux et des télévisions libres de traiter tous les sujets dans le cadre de la loi et des cahiers de charge, ou c'est la confusion la plus totale, on se tire entre les pattes, on s'attaque les uns et les autres. C'est très mauvais pour l'image de la presse et des médias en Algérie. Merci Faisal Mattawi, merci Nordin Ahmin, merci Borhan Messir. Faisal Mattawi, nous reviendrons sur ce sujet brûlant d'Al-Khabar, d'Al-Nahar, de la presse algérienne d'une façon générale. Merci à vous, chers amis téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Bqaw ala khair, b'slama.